À 8h17, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Je prends connaissance à l'instant d'une déclaration de Jean-Marc Ayrault qui était chez nos confrères de France 2 sur la loi sur la famille. Il se dit disposé à examiner sans tarder certains aspects du projet de loi sur la famille. On avait compris que c'était reporté au calende. On comprend plus très bien. Alors, quels aspects vont être discutés et quand, vous le savez vous ou pas ? Non, parce que c'est une déclaration, vous l'avez dit, qui vient d'être faite par le Premier ministre à l'antenne. Donc, il va sûrement préciser la manière dont il souhaite poursuivre la réflexion sur cette loi famille. Mais il a répété encore hier à l'Assemblée nationale son attachement à un certain nombre de dispositions relatives au statut des beaux-parents, à l'adaptation de notre droit et de notre réglementation à la situation des familles recomposées ou des familles monoparentales. Donc, je crois qu'il y a des sujets qui sont extrêmement importants, qui étaient contenus dans cette loi, qui méritent qu'on continue le travail dessus. Et je crois que c'est ce qu'a dit le Premier ministre. Vous en aviez parlé hier au Conseil des ministres de ça ou pas, du fait de sauver une partie de la loi famille rapidement ? Non, ça n'a pas été discuté hier. Les Échos affirment ce matin que Vincent Peillon a proposé un gel de l'avancement automatique des fonctionnaires pour 2 ans. Alors, il a démenti, cela dit, ça permettrait d'économiser 1,2 milliard par an. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, Fleur Pellerin, pour aller chercher de l'argent et faire des économies ? Je crois qu'il a dit lui-même qu'il n'en était pas question pour l'instant. Je crois que comment ça les se passe, fonctionnaires... dans ces cas-là. Oui, mais on lance un ballon d'essai, on voit comment ça retombe. Les fonctionnaires ont été déjà assez sollicités en termes d'efforts pour assainir les finances publiques. Le point d'indice, ce qui donc permet de calculer les rémunérations, a été gelé, c'est-à-dire qu'il n'a pas évolué depuis un certain temps. Et donc, les fonctionnaires ont été mis à contribution. Aujourd'hui, nous commençons avec Bernard Cazeneuve un exercice qui consiste justement à identifier, tous les ministres, à identifier des pistes d'économie pour les années à venir. Ce travail commence aujourd'hui, il doit se faire rapidement, mais voilà, on n'en est pas encore au stade où on a des conclusions et des pistes définitives. Mais votre conviction à vous, c'est que le gel de l'avancement automatique des fonctionnaires, c'est pas une bonne idée ? Ma conviction, c'est qu'il faut répartir l'effort de manière harmonieuse et donc il faut qu'il y ait typiquement une concertation avec les représentants des fonctionnaires pour examiner la manière dont les fonctionnaires pourraient contribuer à l'effort. Mais je ne suis pas forcément pour des solutions qui soient radicales. Je crois qu'il y a eu déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits par la fonction publique. L'argent, il faut aller le chercher partout. En ce moment, le fisc français semble vouloir infliger un redressement fiscal d'1 milliard d'euros à un géant d'Internet, Google. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information ? Je ne confirme rien. Je ne commande pas des procédures fiscales. Je crois que la question a été déjà posée à de nombreuses reprises à plusieurs de mes collègues et à moi-même. Et j'y réponds de la même façon. C'est-à-dire que je n'ai pas commenter des procédures en cours. Donc le secret fiscal est pratique. Voilà. Procédure en cours quand même. C'est choquant qu'une entreprise qui a encaissé en 2012 des recettes publicitaires estimées à 1,4 milliard en France ne déclare que 193 millions d'euros de chiffre d'affaires et paye finalement 6,5 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. On a 1,4 milliard d'un côté qui rentre et on a 6,5 millions qui sortent. C'est choquant ça ou pas ? J'aime bien parce que je viens d'expliquer que je n'allais pas pouvoir commenter la procédure. Non, je ne parle pas du milliard là. Je vous parle pas du milliard, je vous parle de ces entreprises, de ces géants. Dans l'absolu, vous savez, moi j'ai un grand combat qui est d'essayer d'établir une forme d'équité entre les acteurs qui sont des acteurs aujourd'hui qui échappent, c'est vrai, à certaines réglementations, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient d'autres réglementations, de concurrence, Google, etc. Et c'est vrai que cette situation crée des distorsions de concurrence entre ces acteurs qui n'ont pas la même régulation ou les mêmes réglementations, ce qui s'applique à eux, et les acteurs européens ou français. Et donc, oui, je pense qu'il y a un vrai problème de ce qu'on appelle de terrain de jeu, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas sur le même terrain de jeu. Il y en a qui ont un ballon qui est plus facile à manier que les autres. Et là-dessus, c'est vrai que moi, j'ai été mobilisée depuis maintenant plus d'1 an avec mes collègues, mes homologues européens, pour essayer de faire en sorte que ce qu'on appelle les géants d'Internet, les over-the-top, soient soumis aux mêmes, en tout cas, des règles les plus proches. Ça défavorise les acteurs français du numérique, par exemple. C'est vrai, ça défavorise. Et moi, ma priorité, c'est de faire en sorte que l'innovation soit rendue possible en Europe et qu'on ait des petites startups qui puissent grossir, grandir, se développer, se projeter à l'international. Et aujourd'hui, elles sont moins en capacité de le faire que si elles étaient dans des relations de concurrence plus équitables avec les grandes entreprises. Alors évidemment, les grandes entreprises mondiales, elles veulent savoir où elles mettent les pieds. Quand elles viennent en France, on parle beaucoup d'instabilité fiscale et ça date pas c'est vieux comme ça a des années maintenant. Les règles changent en permanence. Vous allez partir au mois de février avec François Hollande aux États-Unis. Il va notamment aller rencontrer des grands patrons de la Silicon, ceux de Microsoft, d'Intel, de Twitter. Vous allez leur dire quoi pour les attirer ? Que avec l'optimisation fiscale, ils peuvent s'en sortir et venir chez nous sans payer trop d'impôts, ou qu'au contraire, chaque euro gagné sera taxé ? C'est quoi le discours que vous allez leur tenir ? Vous avez raison, les investisseurs et les entrepreneurs sont très attachés à la stabilité, à la prévisibilité du cadre
fiscale, Ça, ils s'en réglementaire en servent parce général. que c'est pas le cas. Donc il y a un certain nombre de choses à expliquer sur les réformes qui sont actuellement en cours, mais moi je suis allée à plusieurs reprises dans la Silicon Valley aux États-Unis et partout ailleurs où il y a des investisseurs potentiellement intéressés par une installation en France. Ils ne sont pas non plus focalisés uniquement sur la question fiscale. Ce sont des entreprises ou des investisseurs qui s'intéressent beaucoup à la Ils sont qualité de la extrêmement main-d'œuvre, inquiets sur la question qui fiscale. s'intéressent beaucoup à la qualité de la main-d'œuvre, à la qualité des ingénieurs, à Oui, l'environnement, et puis à au ne pas coût, au laisser coût trop de plumes et trop opérationnel. d'euros en Oui, imposition. oui, mais ce n'est pas le seul déterminant. Et vous verrez que dans les mois à venir, il y aura vraisemblablement un certain nombre de bonnes nouvelles de ce côté-là. Donc oui, bien sûr, c'est une Lesquelles? préoccupation. On verra. Ah bah lesquels Non, là, non, vous en non, dites non, un non, petit peu non, trop non, ou non. pas assez là. Vous verrez, il y a un conseil supérieur, un conseil stratégique de l'attractivité qui est présidé par Mhm. le président de la République à la fin du mois de février. On a des discussions avec un certain nombre Vous n'avez pas une d'investisseurs qui piste? sont susceptibles, si moi j'en ai, mais je ne vais pas vous les dire ce matin, qui sont susceptibles de venir s'implanter. Et ce sont des investisseurs ou des entrepreneurs qui souhaitent s'implanter parce qu'il y a de bons mathématiciens, il y a de bons ingénieurs, il y a des gens extrêmement créatifs, il y a de très belles entreprises de technologie en France. Donc nous travaillons, le gouvernement travaille sur la stabilité, Il y la aura de prévisibilité l'incitation et fiscale, par exemple, pour l'attractivité. qu'ils viennent? Oui, de l'attractivité du cadre fiscal et Mhm. réglementaire. C'est une priorité, le président de la République l'a dit. Et puis par ailleurs, il y a d'autres atouts que nous avons. Il ne faut pas sombrer non plus dans le French bashing dont sont spécialistes un certain nombre de médias d'autres pays. Je crois que nous avons vraiment des Peu atouts importe à les faire médias, là, valoir. c'est surtout les chefs d'entreprise qui se plaignent de problèmes de Oui, fiscalité. c'est pour ça que nous entretenons un dialogue constant avec Et eux. que vous allez peut-être les inciter à venir fiscalement, on a entendu. Fleur Pellerin, il paraît que vous voulez connecter toutes les écoles du pays au très haut débit. C'est pour quand ça? C'est pour, je l'espère, la rentrée 2014. C'est vrai qu'il y Donc en a septembre. la rentrée septembre 2014. Mhm. Oui, c'est vrai qu'il y a encore plus de 10 000, 14 000 écoles en France sur les 55 000 écoles primaires qui ont un débit qui est insuffisant pour pouvoir avoir des activités, plusieurs classes en même temps, etc. sur Ça va Internet. coûter combien? Et ça représente un coût pour l'État de l'ordre de 5 millions d'euros, l'effort d'équiper donc l'ensemble des 14 000 écoles primaires. Donc à la rentrée de 2014, toutes les écoles de France primaires auront accès à un haut débit de bonne qualité et pourront avoir des activités sur Internet. C'était anormal Il n'y aura plus de zone blanche, comme on dit, en tout cas pour les pour les écoles. écoles. Parce que c'est un chantier, vous le savez bien, ce chantier du très haut débit, c'est un chantier que nos concitoyens attendent beaucoup. Beaucoup de gens ou d'entreprises disent quand est-ce qu'on a la fibre sur ce territoire. Donc c'est un chantier qui est extrêmement attendu, mais il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tout d'un coup l'ensemble du territoire et l'ensemble des foyers soient fibrés. Donc c'est un chantier qui va prendre un peu de temps. Il y a des personnes pour lesquelles c'est très urgent de l'avoir, des personnes ou des institutions. Les écoles en font partie. Et donc moi j'ai souhaité vraiment qu'on puisse équiper l'ensemble des écoles primaires dès la rentrée 2014. Ça veut dire qu'il y aura du Wi-Fi dans toutes les classes, c'est ça? Ça veut dire qu'il y aura une connexion Internet, donc ce sera une connexion Et après du satellitaire dans Wi-Fi l'espace. pour choper le réseau. Après, on peut avoir différentes technologies. Ça peut être du Wi-Fi, ça peut être branché sur des prises s'il s'agit d'ordinateurs, par Le exemple. Wi-Fi, on a toujours des doutes sur la dangerosité des ondes. Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer des mesures de précaution avec les petits, notamment dans les écoles? On a eu une discussion très récemment à propos d'une proposition de loi déposée par une députée EELV, Laurence Abeille, sur le sujet justement des ondes. Et c'est vrai qu'il y a eu une discussion sur la question de savoir si ce qu'on devait faire dans les écoles. Et donc, ce qui a été proposé, en tout cas ce qui a été voté par l'Assemblée en première lecture, c'est d'avoir des dispositifs très simples qui permettent d'éteindre les dispositifs Wi-Fi quand ils ne sont pas utilisés. C'est quelque Pour pas chose que de les bon ondes sens. soient en permanence Voilà, dans la c'est classe. l'idée de dire, en l'absence de certitude sur la dangerosité, faisons au moins en sorte que l'exposition des enfants soit réduite. Donc on appuie sur un bouton on-off où il y en a un dispositif qui permet de désactiver le Wi-Fi très facilement lorsqu'on est dans la classe. Fleur Pellerin, on va parler de la 4G également. Alors, les opérateurs nous abreuvent de publicité. La vérité, c'est qu'elle est encore rare, cette 4G. Mais il se livre une guerre des tarifs. Bouygues, SFR, Free, Orange. Est-ce que vous diriez, comme Arnaud Montebourg, que, je le cite, c'est toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès du low-cost de Free Mobile? En l'occurrence, c'est lors d'un échange sur Twitter avec Xavier Niel, le patron de Free. Est-ce qu'aujourd'hui, cette guerre des prix, elle nuit à l'emploi en France? C'est difficile à dire, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons, avec Arnaud Montebourg, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, trouvé un secteur où il y avait 4 opérateurs. Donc nous, toute notre politique a consisté à faire vivre ce secteur et à essayer de faire en sorte qu'il puisse retrouver des marges pour investir, parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase où, on parlait à l'instant du très haut débit, ce sont les opérateurs privés qui, pour une large part, sont responsables du déploiement du très haut débit. Donc il faut qu'ils puissent investir massivement Ça leur coûte de dans le l'argent. déploiement de la fibre. Ça leur coûte de l'argent, bien sûr, ça leur coûte beaucoup d'argent, des milliards même, et donc
donc il est important qu'ils puissent à la fois déployer le très haut débit et puis surtout offrir à nos concitoyens les nouveaux réseaux, donc la 4G, puis demain ça sera la 5G. Donc il faut qu'ils aient des C'est marges pour intéressant, investir. pardon, mais c'est pas du tout ma question. Est-ce que ça détruit des emplois aujourd'hui, cette guerre des prix dans le low cost? Non, mais C'est ce que dit Arnaud Montebourg, hein, quand même. ce Il qui, est avec ce vos qui est gouvernements. important, ce qui est important, c'est effectivement de ne pas avoir une politique qui soit uniquement orientée sur la baisse et la diminution des prix, parce qu'à ce moment-là, on voit bien qu'il n'y aura plus de marge pour investir, plus de marge pour employer, et donc là, oui, on aura vraisemblablement un risque sur l'emploi. Donc nous, ce que nous souhaitons au gouvernement, nous ne sommes pas en train de gérer directement ces entreprises, de fixer leurs prix, de fixer leur politique d'investissement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est leur offrir le cadre le plus favorable possible à l'emploi et à l'investissement. Merci Fleur Pellerin d'être venue ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci. Europe 1, il est 8h27.